l'Europe n'a pas besoin d'une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain. Je pense que ça lui permet simplement de regagner encore plus de contrôle sur tous ceux qui l'utiliseront. Et je prends un pari, que George Orwell m'en soit témoin. Je pense que c'est une bonne excuse pour interdire le cash d'ici quelques années, forcer les gens à utiliser un euro numérique. Et à ce moment-là, quand on interdit le cash, on enlève encore de la privacy et on va dire l'anonymat, c'est pas le bon terme, mais surtout d'un respect de la vie privée, de ce que les gens vont faire de leur argent. Le monde des cryptos s'inscrit visiblement dans une nouvelle ère. Le président de la première puissance du monde évoque l'intégration de 5 crypto-monnaies dans la réserve de valeur des États-Unis. La Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle mettait le turbo sur l'euro numérique. Les parlementaires débattent sur la notion de fortune improductive pour y intégrer des cryptos, mais finalement, cela n'apparaît pas dans la loi de finances 2025. Bref, il était vraiment temps de recevoir Owen Simonin, une figure emblématique du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Il démocratise cet univers, mais il influence aussi beaucoup pour défendre les entrepreneurs français des cryptos. Installez-vous, car cette pièce maîtresse d'Owen Simonin promet d'être passionnante. Owen Simonin, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes aussi le CEO de Meria, une presque licorne, une licorne en devenir dans les cryptos. C'est une question de temps. La dernière fois que vous êtes intervenu sur notre chaîne, c'était en janvier 2023. 2 ans en temps crypto, c'est hyper long. En temps crypto, c'est une éternité. Déjà parce que la technologie est très jeune et ensuite parce que tout va très vite. Donc c'est vrai que 2 ans, c'est un simple instant dans le monde des crypto-monnaies. Alors, à l'époque, on se questionnait déjà et la question de la vidéo, c'était crypto, l'heure de la maturité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elle est venue, cette maturité ? C'est dingue parce que je pense que un marché peut toujours mûrir un peu plus et il y a encore beaucoup de chemin pour le marché de Bitcoin. Il y a en tout cas des choses qui ont changé dans les 2 dernières années. Premièrement, on pensait que ça commençait à s'institutionnaliser déjà en 2022-2023. La réalité, c'est qu'avec ce qu'a débloqué BlackRock, avec la nouvelle position des États-Unis et de son nouveau président Donald Trump, avec les volumes colossaux, c'est un succès sans précédent pour l'ETF de BlackRock, l'ETF Bitcoin Spot. C'est maintenant qu'on voit une vraie institutionnalisation. Et quand on regarde certains indicateurs et qu'on voit les volumes entrants dans le marché des crypto-monnaies, c'est la première fois que la majorité des flux entrants et du nouveau cash, l'argent frais, vient des institutions. Donc de ce point de vue-là, on est enfin arrivé au moment où Bitcoin est sur toutes les lèvres, que ce soit des particuliers, comme en 2015, 2016, 2017, des entreprises, comme en 2020, 2021, et cette fois-ci, des États, je pense qu'on peut le dire, mais également des présidents et des différents gouvernements de ce monde. Et il y a un autre élément, peut-être, c'est la simplification de l'accès aux crypto-monnaies, au Bitcoin, à l'Ether. On prend par exemple l'exemple de Cryptcool, qu'on connaît bien ici dans le Tout à fait. au coffre, qui permet à tout un chacun, enfin, d'arriver à s'intéresser aux cryptos, d'en acheter, d'en vendre. Il y a 3 pans là-dessus. Pour moi, il y a l'éducation. Tout le monde commence à éduquer, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un créateur de contenu ou au contraire qu'on soit une institution. Même les régulateurs sont obligés de répondre et de fournir des bases éducatives aux personnes qui s'intéressent à ces domaines-là. Et dans toutes les différentes langues. C'était pas le cas à l'époque, en tout cas pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc il y a la matière pour pouvoir s'intéresser à ces domaines-là. Le deuxième point, c'est également le fait que maintenant il y a les outils. Que ce soit votre solution, mais dans tous les pays du monde, en fait, maintenant, il y a des entreprises qui proposent des outils plus ou moins complexes, plus ou moins complets, qui permettent à chacun de découvrir et de goûter aux crypto-monnaies avec ses propres moyens et avec des outils plus ou moins simples. Et pour terminer, une régulation qui des fois vient encore freiner l'innovation, évidemment, mais qui donne de la visibilité, un cadre plus ou moins clair. Des fois, ça punit certains business et ça les empêche de naître. Mais une chose est certaine, c'est que ça a le mérite d'enlever un flou et un doute dans lequel les entrepreneurs n'aiment pas trop naviguer. Et donc, dès qu'on a un cadre qui est clair, c'est là que les institutions et les entreprises peuvent se lancer pour finalement rester à l'écoute du besoin et créer des solutions pour les satisfaire. Mais est-ce que finalement, on ne s'éloigne pas de la philosophie du livre blanc du Bitcoin à sa création? C'est-à-dire que si les institutions qui sont en plus centralisatrices en général, récupèrent cette crypto-monnaie, en fait, est-ce qu'elle ne risque pas de la tuer? À chaque fois que je réponds à cette question, j'ai des problèmes. La réalité, c'est que... Donc on ne va pas y répondre. Non, je pense qu'on va y répondre. Au contraire, c'est pas parce que ça crée un désaccord qu'on doit éviter le sujet. Ce que je pense, c'est que
Oui, si on regarde l'idéologie de Bitcoin et sa décentralisation, on peut se dire que voir des banques s'emparer du sujet, c'est un échec. Mais Bitcoin, c'est aussi la première blockchain qui se voulait décentralisée et qui se voulait être un outil disponible à qui veut s'en saisir. À partir de là, pourquoi pas une banque? À partir du moment où chacun peut le faire, à partir du moment où c'est vrai. Voilà, Tout à fait. le code libre et dans la communauté peut aussi appartenir à une banque. Tout à fait. Si c'est permissionless, à ce moment-là, une banque n'a pas non plus besoin de la permission. Et si vous voulez pouvoir y accéder librement, pourquoi pas une banque? Ça, c'est le truc à garder en tête. Ensuite, il y a un autre pan qui est, même si BlackRock détient aujourd'hui 2 ou 3% des bitcoins, même si c'est le cas également de MicroStrategy pour son compte propre et pour celui de ses clients, c'est pas parce que quelqu'un détient beaucoup de bitcoin qu'il contrôle le système. Bitcoin est fait de sorte que si on détient 10% des jetons en circulation, on ne détient pas 10% de sa gouvernance, de son fonctionnement. On ne peut pas, entre guillemets, altérer le modèle et on ne peut pas biaiser le système parce qu'on en détient beaucoup. À partir de ce moment-là, Bitcoin n'est pas moins décentralisé qu'avant. Alors oui, si un gros porteur se met à vendre, il peut faire baisser le prix. BlackRock pourrait massivement inciter ses clients à se replier et créer des mouvements baissiers, mais sur son fonctionnement, sur la liberté que j'ai à détenir mon Bitcoin sur mon compte sans que personne puisse mettre la main dessus, aujourd'hui, même si une banque en détient beaucoup, elle ne pourra pas avoir son mot à dire sur mon compte. Et donc on arrive sur notre sujet habituel. Il y a 2 ans, on s'était tripé là-dessus, sur la volatilité du Bitcoin et de l'Ether. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous m'aviez répondu à l'époque que plus il y aurait des détenteurs de Bitcoin, moins il y aurait de volatilité. Ça n'est pas complètement le cas. Alors, c'est pas complètement le cas, mais en fait, si. Sur Bitcoin, si on regarde et qu'on prend du recul, bien sûr que le Bitcoin est moins volatile. En 2013, on a cherché quoi? On est parti de quelques dizaines de dollars pour taper les 1300 $ pièce pour la première fois. Volatilité complètement dingue. Il s'effondre ensuite vers les 200 $. En 2017, il quitte les 200-300 $ pour aller toucher les 20 000 $ pour la première fois. Encore une fois, une volatilité complètement dingue. En 2021, il part de 3 840 $ sur les plus bas en période de Covid pour s'établir à 60 000 $. Il est descendu ensuite vers les 15-20 000, il est aujourd'hui à 80. D'un point de vue de volatilité, d'un point de vue de l'amplitude de ses mouvements, Bitcoin est beaucoup plus véloce, il a beaucoup plus de volume et il est beaucoup moins volatile. Maintenant, si on parle des crypto-monnaies dans leur ensemble et qu'on va considérer les autres actifs, il est vrai que les nouvelles crypto-monnaies, et elles n'ont des fois de crypto que le nom, sont très volatiles et ce sont des marchés qui sont encore jeunes. Donc naturellement, on va retrouver de la volatilité et c'est ce qui plaît d'ailleurs au marché financier. Mais sur Bitcoin, je pense qu'on peut le dire, les marchés sont bien moins volatiles qu'à l'époque. Alors, on a connu le Bitcoin outil spéculatif. Enfin, c'était pas son premier rôle, mais ça l'est devenu, un peu comme un moyen de paiement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Bitcoin comme réserve de valeur. Et notamment, on a quand même le président des États-Unis, Donald Trump, qui commence à dire « je vais mettre du Bitcoin et 4 autres crypto-monnaies dans la réserve de valeur des États-Unis au même titre que l'or ». Alors, il passe par le Trésor parce que visiblement, ils ont saisi plein de Bitcoin, donc ça, ils les ont déjà. Mais c'est étonnant quand même. Comment on peut estimer que c'est une réserve de valeur? Alors, la réserve de valeur, c'est qu'elle est à nuancer avec la valeur refuge. Et là, vis-à-vis d'un groupe avec autant d'expérience que vous sur ce sujet-là, je vais essayer de pas trop marcher sur des œufs, mais pour moi, la réserve de valeur doit avoir certaines fonctions que Bitcoin remplit totalement. Que ce soit sa supply limitée et que ce soit également d'autres avantages comme sa portabilité. Donc, les parallèles entre, par exemple, Bitcoin et l'or sont nombreux, on le sait bien. Par contre, la valeur refuge, et les gens confondent des fois les deux, c'est le fait que son cours va être plus ou moins stable en période de crise. Et c'est pas encore le cas de Bitcoin. D'ailleurs, des fois il se corrèle à l'or, des fois il s'anti-corrèle au dollar, et des fois il se corrèle au Nasdaq ou à la tech américaine. Par contre, il y a une réalité, c'est que de par sa capacité d'auditabilité, sa transparence, notamment dans la démarche que les États-Unis ont en ce moment, à vouloir montrer toujours plus ce qui se passe avec l'argent du gouvernement, ses différentes dépenses, et je dirais même à vouloir couper dans ses dépenses, Bitcoin est un actif qui non seulement est apprécié par certaines personnes qui viennent de prendre l'administration, mais également par ses valeurs qui, année après année, tout simplement viennent prouver la résilience du modèle. Il est antifragile, et petit à petit, plus le monde va mal, plus... En tout cas, quand on dézoome, il s'apprécie et ça lui donne un parallèle avec beaucoup d'actifs comme l'or par exemple. Donc naturellement, les parallèles sont simples à faire et avec ce qu'a fait le Salvador notamment et quelques autres grosses entreprises et acteurs qui ont décidé de prendre ce pari risqué, petit à petit, c'est le fait de ne plus s'intéresser du tout au Bitcoin qui comporte un risque alors qu'à l'époque, c'était le fait d'en détenir quelques-uns.
Le risque est en train de changer de camp et naturellement, les investisseurs prennent leur position, leur pari. Et quand on voit Wall Street qui s'empare du Bitcoin, on se dit que c'est le moment de se positionner avant que ce soit trop tard. Alors on sait bien que si on va jusqu'au bout de la démarche institutionnelle, avec la réserve de valeur, avec une réserve de valeur d'État, un jour il va falloir lever de l'impôt en Bitcoin. Alors, il y avait quand même un parallèle qui était intéressant dans ce qu'on a dit, c'est le fait que ce n'est pas avec l'argent justement des citoyens que du Bitcoin a été acheté. C'est encore trop tôt, ce serait mal passé. Pour la simple raison qu'on doit faire accepter aux Américains qu'on va utiliser leurs impôts pour acheter du Bitcoin. Ce qui est très très malvenu d'une personne qui peut avoir une position contre cet actif ou qui ne le comprendrait pas encore. Ce qui est respectable. De l'autre côté, expliquer qu'on a saisi dans des affaires judiciaires 200 000 Bitcoins et qu'on décide de ne pas les vendre, on les conserve juste, ce qui constitue une réserve officielle de Bitcoin, ça passe beaucoup plus simplement. Et c'est ce qui fait également le petit jeu de ce n'est pas la Fed directement qui va en conserver, mais ça va être différent. Est-ce que les gens seront prêts un jour à ce qu'il y ait une levée justement avec de l'argent qui vient du contribuable pour acheter du Bitcoin? Je n'en sais rien. Mais à partir du moment où ça s'est fait sur l'or, c'est comme tout, ça doit être accepté, ça doit être compris, ça passe par du temps. On dit que Rome ne s'est pas faite en un jour, l'éducation financière non plus. Donc je pense que les gens doivent simplement se familiariser avec l'actif avant de concevoir ça et de l'envisager. Alors il y a une crypto qui questionne beaucoup, c'est l'Ethereum, l'Ether, parce qu'en fait on se dit que c'est finalement la crypto industrielle. Alors je fais peut-être un raccourci un peu violent, mais on se dit qu'il y a de l'utilité, il y a de l'utilité pour plein de services. Vous, chez Meria, sans doute que vous utilisez plein de smart contracts pour plein d'activités. Et pourtant, ou peut-être que c'est normal, l'Ether décolle pas et semble un peu en train de végéter. Elle est très dure cette question. Elle est très dure parce que c'est une de mes grosses positions, c'est une de mes grosses convictions et donc une de mes grosses erreurs des 24 derniers mois. Erreur quand on regarde le prix évidemment, même si je l'ai toujours cette conviction et je tiens ma ligne. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas tant les crypto-monnaies, il est vrai que Bitcoin et Ether n'ont pas du tout les mêmes propositions de valeur. Ether, c'est vraiment un bac à sable, un sandbox dans lequel on peut imaginer, créer des choses, les utiliser. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que Ether a eu beaucoup d'évolutions. Il a proposé beaucoup de choses, notamment les Layer 2. On commence à rentrer dans un sujet de plus en plus barbare, mais pour faire simple, ce sont des couches secondaires, beaucoup plus rapides, avec des transactions qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui profitent quand même de la protection du réseau principal grâce à Ether. Le problème, pour faire très simple selon moi, l'un des plus gros problèmes, c'est que en faisant ça, une grosse partie des rémunérations du réseau ont été distribuées à ces réseaux secondaires. Et donc ça vient diminuer massivement les résultats et la rémunération du réseau principal, qui n'en est pas moins central à tout l'écosystème. Et donc naturellement, quand on valorise un actif et qu'on voit qu'il diminue les revenus qu'il génère, il est tout de suite réévalué. La deuxième chose, c'est qu'il a déçu. On est sur un marché qui est plein de sentiments, qui est plein d'euphorie et qui très vite peut retirer la confiance qu'il place en un actif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a sous-performé Bitcoin, il a déçu, il y a des investisseurs qui ont capitulé, et quand on quitte une équipe de foot, on n'a pas envie de la voir monter de division. Quand on vend un actif, on n'a pas envie de le voir performer, et dans le monde de la crypto-monnaie, ça fait du bruit, ça a créé du FUD, et très clairement, il y a eu de plus en plus de gens qui ont rejoint ce mouvement. Le dernier point, c'est également le fait que Ether a un mécanisme qui, quand il est très utilisé, va rendre sa supply déflationniste, et donc augmenter sa rareté par un effet quantitatif. Et à l'inverse, quand il est moins utilisé, notamment grâce à ces réseaux secondaires qui sont plutôt sains au fond, mais qui viennent désengorger le réseau principal, il est redevenu inflationniste et donc même si c'est très léger, on recommence à imprimer des Ethers et donc ça diminue la rareté d'un actif. C'est trois des raisons, mais en réalité, je pourrais continuer pendant plusieurs heures sur le sujet. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un vrai parallèle avec l'argent, par exemple, dans les métaux précieux, qui est un argent, qui est un métal industriel, et donc qui parfois est un peu, dont le prix est tenu sous coupe parce que les industriels veulent pas que ça coûte trop cher, quoi. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y aura, de par son usage et son utilité, des pressions acheteuses ou vendeuses sur son prix. C'est vrai. Maintenant, le parallèle est bien différent du coup, en effet. Alors quand Donald Trump, et on passe à un autre sujet, décide de faire la promotion de 5 crypto-monnaies, et surtout 4, parce que le Bitcoin, pourquoi pas, il fait quoi exactement? C'est quoi le sujet de la part du président américain? C'est très dur parce que j'ai évidemment pas le recul et on sait tous que les jeux politiques sont des jeux très complexes à plusieurs couches où on manque de visibilité et on ne sait pas pourquoi, qui va dire quoi, mais il y a une réalité. Quand on est le président des États-Unis, qu'on fait un tweet, qu'on dit on va mettre ça. Ah ben j'oubliais, sans oublier Bitcoin et Ether aussi, dans un second tweet derrière,
Le jour où en plus on a des personnes qui prennent des positions complètement folles en short ou en long sur certaines cryptos, comme par hasard tout le monde est long sur les crypto-monnaies en question, on peut se poser plein de questions. Ce que je pense, c'est que c'est en train de se cadrer, la régulation se définit encore autour, qu'on voit des choses avec les crypto-monnaies qui sont permis uniquement parce que ce ne sont pas des actifs qui sont sous le joug de la SEC, en tout cas aujourd'hui. Et je trouve que ça donne un côté même un peu amateur et ça vient même un peu dénigrer le côté des crypto-monnaies. On sait que l'image des crypto-monnaies est déjà délicate, on sait que c'est nouveau. Quand on voit le président des États-Unis qui fait un tweet en disant « je vais rajouter ça » et qu'on lui demande 5 semaines après « pourquoi vous avez dit ça ?» il a dit « c'est les plus grosses ». Ça n'a pas de sens. Donc, intelligemment, je pense que oui, conserver quelques-unes des grosses crypto-monnaies avec une raison, une explication, une curation intelligente en disant « voici nos choix, nos convictions, on va constituer une réserve dessus ». D'accord ? Aujourd'hui, pour moi, la majorité devrait être positionnée sur Bitcoin et uniquement Bitcoin parce qu'il détient également justement ces valeurs de réserve au-delà des autres crypto-monnaies. Il ne suffit pas d'avoir une grosse crypto-monnaie pour qu'elle soit rajoutée dans la réserve d'un pays, ça n'aurait pas de sens. Et sinon, un jour, on se retrouvait avec du Dogecoin dans une réserve nationale. Donc bon, je ne sais pas trop comment me positionner face à ça, je prends un petit peu de recul, ça m'a fait sourire au début. Quand je réfléchis, je me dis qu'on a encore du travail pour apporter de la vertu et donner un visage noble à notre domaine. Alors, on va revenir dans le portefeuille du particulier, dans le wallet. Aujourd'hui, si on veut se constituer un portefeuille de crypto, on fait comment? Parce que est-ce qu'on se dit, voilà, les cours sont bien trop élevés et donc j'ai pas pris le train, c'est trop tard? C'est toujours la même chose. De manière générale, moi j'aime bien... Parce que certains se le disent pour l'or. Non, certains se le disent pour l'or, mais ça fait des années qu'on dit ça de l'or, si je dis pas de bêtises, et qu'on répète aux gens chaque année qu'il est trop cher. Non, je pense que personne ne peut voir l'avenir et on ne peut surtout pas l'insulter. Donc refuser de mettre un actif en se disant qu'il est relativement haut, c'est comme refuser de couper une ligne parce qu'on a déjà trop perdu et qu'elle est trop basse et qu'on se dit perdu pour perdu, autant aller jusqu'au bout. On doit être capable de prendre une décision rationnelle, de mettre ses sentiments de côté quand on veut se positionner, d'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, d'autant plus dans les crypto-monnaies qui sont volatiles, constituer une base saine autour de Bitcoin. Parce que c'est pour moi la conviction que je porte aujourd'hui. Encore une fois, moi-même, je donne pas de conseils, mais je suis très content de ce socle de Bitcoin que j'ai depuis que j'ai découvert le monde des cryptos. Et à chaque fois que cet écosystème évolue, aussi glissant que ça puisse être, de découvrir d'autres types de cryptos qui ont elles-mêmes d'autres réponses à apporter à toutes ces questions, je n'ai jamais assez de Bitcoin. Et globalement, je suis content de la colonne vertébrale que j'ai donnée à mon portefeuille autour de ça. Ensuite, on va articuler, je conseille quelques positions, surtout en ce moment, plus que de n'avoir une trop grosse diversification qui pouvait être une bonne chose à l'époque où il y avait très peu de crypto-monnaies. Avoir énormément de lignes dans son portefeuille, ça permettait juste d'être au bon endroit parce que tout finissait par exploser. Le marché aujourd'hui est beaucoup plus concurrentiel, il y a énormément de concurrents sur chaque domaine, que ce soit technologique à la blockchain ou que ce soit des applications du monde réel. Dans chaque domaine, on va avoir 5, 10, 20, 15 entreprises. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est améliorer sa curation, choisir moins de lignes et se concentrer sur 4-5 crypto-monnaies qu'on va articuler autour d'une belle base de Bitcoin. Et après, ça va être la façon de rentrer en position. Sur les altcoins, c'est-à-dire les plus petites cryptos, elles ont déjà bien souffert. Donc, il n'y a pas de bon moment, elles ne sont pas particulièrement hauts. Il faut juste bien les choisir. Et sur Bitcoin, si c'est relativement haut, ben moi, quoi qu'il arrive, je ne conseille jamais de faire un all-in. Je pense qu'il faut investir un petit montant régulièrement. Le DCA, c'est ce qui est recommandé. Et d'accompagner ça dans le long terme pour se constituer un portefeuille d'investissement et non pas un pari court terme. Alors, est-ce qu'il y a des petites cryptos qu'on peut, vous l'avez dit, prendre et espérer faire encore des coups comme on les faisait avant, ou est-ce que c'est fini ça et aujourd'hui ça va rester toujours un peu flat comme ça? Je pense qu'on peut, mais il faut se rendre à l'évidence. Soit on s'intéresse réellement, on s'investit dans l'écosystème, et quand je parle de s'investir, je parle de temps, de recherche, de compréhension. C'est-à-dire comprendre à quoi ça sert, qui est derrière, qui l'anime. Totalement. En parallèle de ça, comme les actions en fait, en parallèle de ça, s'intéresser aux tendances du moment, de l'intelligence artificielle, en passant par la tokenisation d'actifs réels dans le monde des crypto-monnaies, mais s'intéresser réellement à quelles sont les tendances, de la finance traditionnelle aussi, parce qu'aujourd'hui les cryptos ne sont qu'un marché parmi tant d'autres, donc comprendre ce qui fonctionne dans la bourse traditionnelle et voir qu'il y a des effets rebonds dans le monde des crypto-monnaies, et pour finir, ne pas y aller à l'aveugle, sinon c'est juste du hasard. C'était beaucoup plus facile à l'époque. Aujourd'hui, un particulier qui vient sans trop réfléchir, il va faire n'importe quoi s'il refuse d'y passer un certain temps. Alors on en arrive au sujet qui agite un certain nombre de personnes dans la communauté de l'investissement, c'est l'euro numérique.
Christine Lagarde a annoncé qu'elle voulait accélérer sur l'euro numérique, que ça devait être prêt pour le 25 octobre, mise en place en 2026. Et notamment, l'argument, ça a été, j'ai un problème avec les stablecoins, donc on revient quand même aux cryptos, et deux, j'ai sans doute un problème avec les systèmes d'échange monétaires internationaux si jamais un jour un pays nous attaque ou inversement. Est-ce que vous y croyez à cet euro numérique et surtout, qu'est-ce que c'est d'abord ? L'euro numérique, c'est simplement un euro qui va être numérique, mais pour le coup, tout comme les euros qu'on s'échange aujourd'hui, ce sont des lignes comptables entre nos banques, et quand j'ouvre mon application et que je vois un chiffre écrit sur mon téléphone, j'ai confiance en ce chiffre parce que c'est une banque ou un organisme de confiance qui l'écrit. À partir de là, ce sera également numérique, ça donnera un contrôle parfait sur son émetteur. Quand je parle de parfait, c'est un contrôle très très fort qui permettra de geler votre compte, de saisir une partie de votre argent, pourquoi pas de vous prélever la TVA directement sur toutes les transactions que vous faites et de contrôler encore plus les flux. On va pouvoir également avoir beaucoup plus d'informations sur ces citoyens, sur la façon dont ils dépensent leur argent, ce qu'ils en font. Moi, ça me fait terriblement peur. Pourquoi ? Parce que cet outil puissant que j'aime tant et qui s'appelle la blockchain, comme je viens de le dire, c'est un outil. C'est pas un bon ou un mauvais outil, ça va dépendre de ce qu'on va en faire. J'aime le côté décentralisé, les valeurs que porte Bitcoin, mais il y a aussi des crypto-monnaies qui servent à rien, qui sont dangereuses, qui sont inutiles, qui ne sont là que pour satisfaire ceux qui viennent parier le matin en espérant faire fortune le soir et qui vont tourner le dos à une crypto-monnaie du jour au lendemain. Je pense aujourd'hui que l'Europe n'a pas besoin d'une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain. Je pense que ça lui permet simplement de regagner encore plus de contrôle sur tous ceux qui l'utiliseront. Et je prends un pari, que George Orwell m'en soit témoin. Je pense que c'est une bonne excuse pour interdire le cash d'ici quelques années, forcer les gens à utiliser un euro numérique. Et à ce moment-là, quand on interdit le cash, on enlève encore de la privacy et on va dire de l'anonymat, c'est pas le bon terme, mais surtout d'un respect de la vie privée de ce que les gens vont faire de leur argent. Je vois vraiment pas comment un euro numérique permettrait de s'émanciper d'un quelconque problème à l'international, puisqu'il va avoir les mêmes règles de régulation que la centralisation, les mêmes contrôles par des organismes centralisés et par des banques. Et je me demande même comment ça peut être possible, parce que pour moi, les banques retail pourraient introduire un euro numérique. La BCE et les banques centrales ne sont pas aujourd'hui câblées pour gérer des flux qui viennent du retail. Oui, parce qu'effectivement, l'euro numérique serait distribué, ou en tout cas mis à disposition des citoyens, par les banques commerciales. Voilà, en tout cas, je pense, parce que je ne vois pas comment la banque... Voilà, c'est ça. Donc, ça m'embête un petit peu parce qu'on a un discours, on sait très bien que c'est pas la réalité. Peut-être également que je suis un peu trop critique et que leur but, c'est simplement de se sentir dans la technologie, de savoir que la Chine a déjà sorti son token, que certains pays y songent et que l'Europe ne veut pas être la dernière à sortir sa monnaie numérique. C'est possible également. Mais en attendant, pourquoi est-ce que 99% des stablecoins sont sur le dollar et pas sur l'euro ? Parce qu'on a régulé en Europe tout de suite avant même qu'il y en ait. On a mis des lois pour réguler des stablecoins européens alors qu'il n'y en avait pas. Et on s'étonne pourquoi il n'y a pas de croissance ici. Et d'ailleurs, les plus gros stablecoins, Tether, stablecoin basé sur le dollar, ne s'est pas régulé en Europe, tant pis. Oui, après, on sait aussi que les stablecoins en dollars sont un peu inquiétants quand même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la couverture réelle, etc. Ça dépend lesquels. Maintenant, il y a de plus en plus d'audits, il y a de plus en plus de transparence là-dessus. Et la question, c'est est-ce qu'on prend un risque d'avoir un stablecoin qui peut avoir un souci, même partiel, ou est-ce qu'on veut une transparence absolue, une régulation complète, parce que c'est ce qu'a fait Circle, et c'est cette transparence absolue qui l'a amené à dépeg son token, qui a perdu 6% de sa valeur, parce qu'il était totalement transparent. Et pour terminer, est-ce que pour n'avoir aucun problème dans la vie, il ne faut prendre aucun risque ? À ce moment-là, il ne faut plus prendre sa voiture. À ce moment-là, on peut oublier le nucléaire. À ce moment-là, on peut oublier à peu près tout ce qu'on fait tous les jours. Et je pense que l'immobilisme n'est pas une solution. En tout cas, ça permet de se dédouaner, de se dire « c'est pas moi qui ai laissé les gens prendre cette décision ». Mais à un moment, la vie fait partie du risque. On est obligé d'en prendre, on en prend malgré nous. Et donc, on doit simplement bien les choisir et on ne doit pas se mettre en marge de tout. Je voudrais revenir quand même sur cette histoire de paiement numérique. Depuis le Covid, aujourd'hui, le cash existe, mais de plus en plus de paiements se font avec un moyen de paiement, une carte, en sans contact, etc. Donc, finalement, le contrôle, enfin aujourd'hui, moi, mon banquier, s'il regarde ma liste de dépenses sur ma carte bancaire, il sait ce que j'ai consommé. Donc, finalement, le contrôle, il existe déjà. Oui, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un organisme, vous faites confiance déjà à une banque. Cette banque va avoir à remonter certaines informations et il y a déjà une réalité assez inquiétante.
Vous avez totalement raison. Évidemment que c'est totalement transparent, mais entre l'application de paiement que vous utilisez, l'entreprise qui reçoit ce paiement, l'établissement bancaire qui reçoit la transaction et qui la compense, le réseau de paiement comme Visa et Mastercard, et l'État qui est censé demander avec des demandes qui sont raisonnables, ça met quand même une couche de confidentialité et on ne va pas courir après tout le monde. Le jour où il y aura un euro numérique, on pourra faire une simple recherche qui nous permet de savoir demain qui a consommé tel produit à telle heure et d'avoir son nom. Aussi simple que ça, en formulation directe par la personne qui a émis la monnaie, c'est-à-dire la puissance régalienne. Donc à partir de ce moment-là, c'est simplement donner un contrôle absolu, sans aucun détour. Et je n'aime pas dire ce genre de choses, mais toute personne qui détient du pouvoir peut être amenée à en abuser. Ça a déjà été vu aux États-Unis, pour de multiples raisons. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur et c'est la direction qu'on est en train de prendre. Est-ce que selon vous, c'est l'anti-Bitcoin, en tout cas dans l'esprit, dans la philosophie? Dans la philosophie, totalement. Ça n'aura de blockchain que le nom, et en tout cas, ça ne portera pas les valeurs que Satoshi Nakamoto avait mis avec Bitcoin. Encore une fois, c'est une interprétation qui est personnelle et je fais évoluer mon jugement à travers les années. En tout cas, je crois que c'est la Banque centrale des banques centrales en Suisse qui a dit pour nous, ce ne sera pas de monnaie numérique de banque centrale. C'est dangereux et nous nous positionnerons contre. Très bien, Owen Simonin, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous ai un peu énervé, j'ai l'impression, avec cet euro numérique. Non, mais bon, je la connais bien, cette question. Oui, vous êtes bien passionné. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se revoit, on va dire, début 2026, par exemple. Avec plaisir. On verra si l'euro numérique a fini par arriver. Merci encore de vulgariser sur ce monde des cryptos, d'influencer pour le compte de toutes les entreprises. C'est vrai que c'est un gros boulot pour vous et encore bravo pour votre entreprise, en espérant qu'un jour, je vous dirai plus, c'est une licorne en devenir, mais une licorne installée. Et donc, à bientôt. Merci beaucoup.